Bonjour, bienvenue à cette session consacrée à des projets dans le cadre du projet européen IoT for Industry. Je ferai l'introduction sur ce sujet du projet avec quelques détails sur notamment le contexte et les financements. Et deux projets vont être présentés. Le projet IoT for NR présenté par Didier Briand de la société Inuit et le projet Tap into Smart présenté par Jean-Christophe Millet de la société Optim Wafer Services. Pour introduire qui nous sommes, c'est vrai qu'on anime tout un programme de conférences cet après-midi, mais on ne vous a peut-être pas expliqué qui nous sommes. Donc je me permets de passer quelques minutes sur ce sujet. Donc nous sommes un pôle de compétitivité basé dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les sujets qui concernent les technologies numériques. Nous existons depuis 15 ans, donc c'est une politique d'ordre national déclinée de manière régionale. Et notre leitmotiv est celui du gouvernement de l'époque et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que l'innovation est le moteur de la croissance. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs, qu'à l'époque. Donc notre ambition, c'est de faire travailler ensemble des petites entreprises, que ce soit des start-up, des TPE, des PME, avec des entreprises plus grandes et des universités et laboratoires de recherche qui ont également énormément de choses à apporter au monde de l'industrie, mais qui en fait sont un petit peu enfermés dans leur bulle. Et notre rôle, c'est de les faire sortir de cet enfermement pour pouvoir partager avec le plus grand nombre. Je vous ai parlé du domaine numérique, 4 technologies principalement, qui sont la microélectronique, la sécurité numérique, l'Internet des objets, d'où le nom de ce projet, IoT, pour Internet des objets, enfin IoT of Things en anglais, et le sujet de la data, dont on vient de parler longuement dans le débat qui vient de se clôturer, et le sujet de l'intelligence artificielle. Le travail que nous faisons, c'est pour encourager cette innovation, cette collaboration, et pour aider les petites entreprises à se développer, qui sont nombreuses sur ce territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qui sont ces gens dont je viens de vous parler? Ce sont des industriels que vous connaissez certainement, ST Microelectronics qui est fortement présent sur les Bouches-du-Rhône, ou NXP qui est fortement présent sur les Alpes-Maritimes. Donc on représente un écosystème assez important, plus de 300 entreprises, laboratoires, grands groupes et autres partenaires, bancaires ou cabinets de conseil. Si vous vous posez la question où vont vos impôts, on va vous donner un début de réponse. Les projets collaboratifs que nous avons menés en 15 ans, ça représente 968 millions d'euros de dépenses de R&D, dont 393 millions d'euros de subventions sur 15 ans. Donc une partie des impôts que vous réglez vont directement vers les entreprises et en particulier les petites entreprises. Il y en a eu plus de 300 qui ont été financées grâce à tout le monde. Alors le projet IoT for Industry, c'est un projet européen parce que l'argent français ne suffit plus, il faut aller chercher l'argent européen, dont nous contribuons d'ailleurs fortement. Donc ce projet, c'est un projet collaboratif qui a été financé par la Commission européenne. Il a duré pendant 2 ans. Il a commencé en 2018, il va finir, pratiquement clôturer les choses en fin 2020. Il y a eu un peu de retard à cause de la situation sanitaire. Il y a 8 partenaires en Europe, donc principalement en Angleterre. Bon, avant en 2018, c'était pas encore tout à fait le Brexit, ils sont encore dedans. Espagne, Italie, Pays-Bas, France et je dois oublier l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Le budget global de ce projet, c'est 3,7 millions d'euros qui sont distribués directement aux entreprises. Le budget au total, c'est 4,8 millions d'euros. Donc l'important pour nous, c'était de chercher cet argent et de pouvoir le redistribuer directement aux entreprises. Ça sert à quoi, un projet de ce type-là? C'est mettre en avant des opportunités pour déployer des solutions
de l'Internet des objets dans le monde industriel. Donc on soutient en particulier les PME, puisque ce sont surtout les PME qui bénéficient de ce projet. Le but, c'est déployer, tester des produits et des services innovants pour ces industries 4.0 et accélérer bien évidemment l'accès au marché des petites entreprises. Et aussi, très important, construire un réseau de partenaires durables, ce qui n'est pas toujours gagné. Hein. En Europe, on est très partenaire, mais on est aussi concurrent. Il ne faut pas l'oublier. Alors, quand on parle d'Internet des objets, on a parlé tout à l'heure de données, on peut parler aussi de sécurité, on a parlé de sécurité numérique, on a parlé de data, de big data, parce que là, on est quand même peut-être dans une version où il y en a énormément. On a parlé de cloud, on a parlé de edge, on a parlé de tous ces sujets. Le sujet ici, c'est aussi de travailler sur les machines. D'ailleurs, les personnes qui vont vous les présenter parleront de machines. Tout ça pour rendre les industries plus efficaces. C'est vraiment l'objectif de la manœuvre. Les financements qui sont arrivés aux entreprises sont de l'ordre de 25 à 60 000 euros pour faire des démonstrateurs en collaboration entre un offreur et un client. 2 appels à projets qui se sont déroulés en 2018 et en 2019. Beaucoup de projets ont été proposés avec énormément d'entreprises. Il y a toujours une sélection dans les projets, hein, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu 31% de taux de succès et 40 projets qui ont été sélectionnés. 90% de ces projets sont transnationaux, donc c'est quand même l'objectif de la manœuvre. Et 95% sont très proches du marché, puisque l'objectif c'est d'aller dans quelque chose qui peut se déployer dans la vraie vie. Avec 112 entreprises participantes, 17 pays représentés, il n'y avait pas que les membres du consortium, et 20 secteurs industriels. Là, on est extrêmement large. On a des secteurs aussi différents que l'automotive, en passant par le textile ou le travail du bois, ou tout ce qui concerne l'électronique, ou tout ce qui concerne les matériaux, ou la chimie, ou le médical. C'est extrêmement large. Ça veut dire que ce qu'on essaie de démontrer ici aussi, c'est que le numérique, les technologies numériques, toutes ces technologies IoT, data, cloud, etc., sont partout dans tous les secteurs qui nous entourent. Les 4 projets qui ont été sélectionnés dans cette région sont les 4 suivants. Nous aurons donc un représentant du projet IoT for NR et nous aurons un représentant de Tap into Smart. C'est les 2 projets qui vont être présentés maintenant. Donc je cède la parole pour commencer au projet IoT for NR, donc la société Inwid. Merci. Merci à vous pour le courage d'être présent aujourd'hui. Juste une petite remarque avant de commencer sur la partie subvention. C'est vrai que moi je suis issu de l'industrie et j'ai toujours été un peu, je dirais, réticent à prendre des subventions, à courir après. J'ai toujours favorisé le commerce, en fait, comme étant le plus stable et le plus fiable dans le temps. La période actuelle fait que c'est quand même intéressant et surtout les projets qu'on a faits sont vraiment subventionnés par l'Europe et la France est malheureusement assez peu performante dans le fait de récupérer les budgets européens auxquels malheureusement elle a beaucoup contribué. Donc on a un déficit français entre l'argent qu'on donne à l'Europe et l'argent qu'on récupère par l'Europe pour des projets de ce type-là, innovants. Donc je vais aller directement à présenter le projet. Donc vous voyez en dessous les partenaires du projet et aussi une société qui s'est raccrochée un peu après pour un système IA. Donc effectivement, on a bien sûr le pôle SCS grâce auquel on a eu ce projet qui vraiment donne la possibilité aux entreprises de petite taille d'avoir accès à ce type de projet européen qui est souvent très complexe où on voit des grands groupes se positionner. Fossélev Marine, c'est le client, l'utilisateur. HTC, c'est l'italien, donc il a fait les IHM. Lisen Increa, c'est le laboratoire qui a travaillé sur la partie IHM pour les rendre plus performants vis-à-vis de l'individu qui est en face. On parlait d'aide à la décision. La décision étant prise par l'humain. Si l'IHM
ne parle pas correctement à l'humain, l'humain interprète mal les informations et prendra les mauvaises décisions. Après, DataSwati, c'est de l'intelligence artificielle, et Contron, c'est des gateways, LoRa, donc, qui permettent de remonter la donnée que l'on perçoit par des capteurs sans fil. Donc je vais aller un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc Inouïd, on est 6 personnes. En fait, on a une démarche très claire d'analyse de la situation avec le client, de recherche d'une solution à ses problèmes, toujours avec une vision stratégique, bien sûr, d'Industrie 4.0, mais on l'accompagne dans ce mouvement en étant très pragmatique, très ciblé sur des projets de petite dimension et rapides. On a bien sûr la partie intégration de capteurs ou de données pour récupérer de la donnée fiable, et ensuite on va la packager de manière standardisée pour la remonter après dans des systèmes qui vont l'exploiter et permettre de prendre des décisions grâce à des IHM performants. Donc je vais accélérer un petit peu. Voilà, donc le premier équipement qu'on a pris, c'est un équipement portuaire qui permet de faire du levage de bateaux et de la mise au sec pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est à destination de toutes les entreprises qui sont très nombreuses dans le sud de la France, qui font de la réparation navale, qui sont malheureusement souvent assez artisanales, alors que ça devient une industrie. Donc pour être performant dans le futur, il faut qu'ils fassent cette transition numérique de l'artisanat à l'industrie. Donc là, ce type d'équipement, vous voyez, on a un système de pilotage vraiment manuel du levage et de la descente des navires. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est comme je dirais en général, on va chercher d'abord la donnée disponible en filaire, on la récupère. On va chercher ensuite d'autres données qu'on n'a pas, qui permettent d'assurer la fiabilité de l'équipement. Donc notamment sur beaucoup de machines tournantes, on a très peu d'éléments. Et si on a des capteurs qui donnent des alertes, souvent elles sont locales avec un voyant rouge. Et donc le pilote, on peut dire le master du dock, est toujours en train de courir à droite et à gauche pour vérifier que tout se passe bien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toute cette donnée pour lui donner un seul écran, au lieu des 3 qu'il avait auparavant, qui lui donne une vision synthétique de la situation. Donc à gauche, on remonte des données filaires, hein, donc on a des concentrateurs de données en mode bus, et donc on remonte après ces données effectivement dans notre système de traitement de la donnée. Ensuite, on a des capteurs radio, donc sans fil, avec batterie, qui permettent, on va aller un petit peu vite, voilà, qui permettent effectivement de récupérer de la donnée là où c'est intéressant. Dans des coffrets de consommation électrique, donc des ampères, donc de bon fonctionnement de certains systèmes, de détection de problèmes de niveau, d'huile, hydraulique notamment, quand il y a une fuite. Donc ça permet d'avoir toutes sortes de données qui vont permettre de vérifier le bon fonctionnement de l'équipement. On a fait la même chose sur un navire, donc là c'est assez différent dans l'approche puisqu'on a beaucoup plus de complexité et surtout c'est un équipement mobile, donc on est vraiment en embarqué. Donc même philosophie de traitement de la donnée, c'est-à-dire de récupérer de la donnée, de la fiabiliser, de la mettre dans un système qui va l'exploiter en temps réel, local, et qui en plus va récupérer la donnée intéressante pour l'envoyer dans le cloud pour nourrir la partie maintenance. Donc là, on a un exemple effectivement d'IA embarqué qu'on a réalisé nous-mêmes donc pour avoir un système qui récupère des données de vibratoire, notamment sur des parties tournantes. Donc là, c'est la transmission, en fait, la propulsion, les arbres de propulsion d'hélice. Et donc de récupérer l'ensemble de ces données pour les traiter en edge, en local, pour pouvoir envoyer des signaux donc en passerelle si on voit une dérive et si on voit un niveau de vibration anormal sur ces équipements. Donc là, on retrouve le même type d'architecture, on récupère la donnée et on l'envoie effectivement sur un panel PC et donc sur un écran qui permet de... Alors quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'accès distant. C'est-à-dire qu'on a mis en place à chaque fois des systèmes qui permettent de prendre la main à distance sur l'équipement qu'on a mis en place, donc tout ce qui est IHM, software, et même la programmation de certains capteurs LoRa est fait à distance. Et notamment dans ce projet européen, c'était crucial puisque notre partenaire italien est venu au début du projet une fois pour bien comprendre le contexte et les équipements.
et ensuite a travaillé complètement à distance. Il n'est plus jamais revenu pendant 1 an. Donc en fait, c'est un travail à distance qui est permis grâce à ce genre de système qui permet de prendre la main à distance sur les équipements à bord du navire comme à bord du dock. Donc là, on a effectivement les systèmes qui permettent de prendre un autre type de vibration sur le moteur. Donc là, on parle d'acyclisme. Donc là, c'est sur des moteurs de propulsion ou de positionnement dynamique, donc des gros moteurs diesel. Très difficile toujours de récupérer de la donnée sur ces moteurs qui je dirais qu'ils soient vraiment interprétables sur le niveau de santé du moteur. On peut avoir des vibrations, mais c'est très très difficile si on prend des systèmes classiques. En 3 axes, par exemple, d'avoir une interprétation. On va voir peut-être qu'il y a un palier, peut-être qu'il y a un roulement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal. Mais sur le système d'injection, par exemple, et sur tous les fonctionnements des pistons, etc., on aura beaucoup moins de données qu'à la cyclisme. Donc là, on utilise ce type de système pour avoir un diagnostic en temps réel, bien sûr, des moteurs de propulsion. C'est un autre type de machine tournante beaucoup plus complexe que des inverseurs ou des paliers. Donc voilà le résultat en fait les outils qu'on donne en fait avec l'IHM à la fin au niveau des équipes pour prendre des décisions. Donc à gauche ici on a donc l'IHM du dock. Donc là ça lui permet d'avoir une vue synthétique de tous les niveaux de ballast, des fonctionnements des moteurs, des positions des vannes, etc. Donc le gars est un spécialiste. Hein. Donc ça paraît très compliqué comme ça vu d'ici, mais lui s'y retrouve beaucoup et ça lui plaît. C'est lui qui l'a designé avec nous. Ensuite, on a l'IHM du Castor où là on a un écran qui est beaucoup moins lisible apparemment, mais qui donne le fonctionnement tel que le capitaine du navire le veut. En plus de ça, on a des écrans nuit et jour qui permettent effectivement d'avoir du confort en passerelle. Donc en fait, on s'adapte aussi à chaque situation. C'est sûr que sur le dock, on n'a pas du tout la même situation que sur un navire qui de nuit, par exemple, si l'écran est trop brillant, gêne gérer tout l'équipage en passerelle. À partie droite, là-bas, on a la partie maintenance qui, là, effectivement, est la cerise sur le gâteau. Puis c'est l'objectif aussi de ce projet, c'est de dire on a beaucoup de données, on augmente l'efficacité vraiment opérationnelle à l'instant T, donc en temps réel. Les gens savent ce qui se passe, ils sont rassurés, ils voient que ça fonctionne bien. Mais également, on remonte la donnée utile dans le cloud, et là, on nourrit un logiciel de maintenance qui permet de faire, bien sûr, la planification, mais également de commencer à avoir d'autres indications comme tout ce qui est conditionnel en fonction des heures de fonctionnement, mais également ce qu'on a vu dans les systèmes, IA notamment, qui remonte des informations quand on voit une dérive ou quand on voit certaines valeurs qui sont anormales. Là, la décision toujours est humaine, mais le système appelle à regarder plus particulièrement ce fait-là au retour, par exemple pour le bateau à quai, ou dans quelques mois, si on voit que la dérive est lente, mais quand même elle est continue, et que dans ce cas-là, cette pente va amener dans 4 à 6 mois probablement certains problèmes. Donc on suit les températures de palier, on suit pas mal de choses comme ça ainsi, et on fait des corrélations entre le régime moteur par exemple et les paliers et la charge qui est mise sur le bateau. Et quand on voit qu'à un moment donné ça dérive trop, c'est qu'il y a un souci qui est autre que la charge et le régime moteur. Donc la récupération des données, ben oui, effectivement, quand on fait des systèmes comme ça, il faut prendre la donnée type Modbus, il faut discuter effectivement aussi en OPC-UA ou en mode plutôt purement informatique, mais aussi donc récupérer des données en radio, comme LoRa. Donc on utilise des gateways comme cette Contron qui sont plutôt pour des systèmes embarqués et où on demande une grosse robustesse et où on va pouvoir avoir plusieurs types de communication. On a du 4G, on a du LoRa, on a du filaire en Modbus. Et on nourrit effectivement aussi un PC en Ethernet habituel. Donc on a en fait un mélange de plusieurs systèmes de communication sur la même gateway. Celles-ci sont en plus avec de la mémoire intelligente, on peut avoir du software dessus. Donc on peut faire du traitement d'informations directement sur la gateway, ce qui est le cas dans le dock flottant, parce qu'on n'a pas énormément de données. On n'a pas besoin d'un PC en fait à côté pour pouvoir retraiter la donnée. Alors juste peut-être pour donner un peu aussi plus de vision de ce qu'on fait, quand on arrive sur certains équipements, les équipements sont soit récents, soit très anciens, souvent dans la marine. Donc on a des systèmes assez complexes qu'il va falloir détricoter, récupérer les données. Il y a des choses qui ne marchent plus, d'autres qui ont été rajoutées qui sont en double. Donc on a un gros travail initial effectivement pour bien comprendre où sont les données fiables et celles qu'on va pouvoir récupérer de manière assez facile. Après, on se rend compte que les équipements IHM
sont souvent d'une autre époque et ne sont pas vraiment adaptés à l'opérateur. En fait, ils ont été conçus par un fabricant qui les impose et puis voilà, ça s'arrête là. Et puis l'opérateur, il se débrouille. Alors dans le cas présent du dock, l'opérateur n'avait pas le niveau du dock, donc son horizontalité était visuelle. Donc il avait sur son application mobile mis une application qui permettait de voir les niveaux avec une bulle. Donc il mettait ça sur le pupitre. Il avait plusieurs écrans, il devait cliquer avec une souris sur plusieurs écrans pour voir l'état de tous ces ballasts. Et donc on se retrouvait avec une situation où il était en train de courir tout le temps de droite et de gauche pour vérifier que tout fonctionnait bien, parce que c'était l'angoisse. Il y a un bateau qui est monté, à un moment donné il y a des plongeurs qui le positionnent, une mauvaise manœuvre et c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, donc vous avez... Donc là on voit le dock fonctionner. Là vous avez des équipements effectivement de pompes. Et voilà donc le Dockmaster qui opère ces équipements et notre système qui permet de... Alors on l'a effectivement à distance aussi, hein, donc on voit à distance l'opération de ce qui se passe. Donc là on a switché assez vite sur le Castor, donc qui est un navire de travail. Hein. Donc il est assez compliqué en fait, c'était un grumier à l'origine qui a été transformé de multiples fois avec du positionnement dynamique, avec donc un treuil, des grues. Donc il permet de mettre à l'eau toutes sortes de systèmes avec une position bien précise. Donc vous voyez, les arbres d'hélice sont très longs, 30 mètres à peu près, avec 10 paliers à chaque fois, de chaque côté. On va chercher l'information un peu de partout. Là, c'est la vibration sur ce moteur Deutz. Donc on a installé les capteurs et puis le système d'IA qui permet d'analyser ce qui se passe. Donc là, vous êtes dans la passerelle. Et là, on récupère les données essentiellement filaires qui sont disponibles et qui remontent en passerelle. Donc on a, comme dans tout projet comme ça, il est difficile de prendre, de modifier fortement le navire pour installer nos systèmes. Donc pour l'instant, on l'a mis en provisoire. Là, vous avez les systèmes IA. Et donc là, vous êtes typiquement dans le port de Toulon. Et là, les petits écrans qu'on a mis en place sur le bateau, avec également sa position GPS. Donc on peut suivre les mouvements du navire également. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter Tap into Smart, donc Transform Analog Production Machine into Smart Factory. Donc c'était un projet IoT for Industry porté par le pôle ECS dans le cadre de l'Union européenne, on en a parlé tout à l'heure, Sophie. Donc on a, juste pour présenter Optime très rapidement, on fait deux activités. Donc la plupart des personnes, je pense, savent plaquettes de silicium, puces. Là on voit les petites puces, on voit les... Donc, plaquettes de silicium, c'est le matériau. Nous, on ne fabrique pas de puces. Par contre, on parle de nos clients en Europe. Donc, quand on parle de l'Europe, pour nous, c'est Israël à la Finlande. On a des clients qui fabriquent des puces et dans leur procédé de fabrication, ils utilisent des plaquettes de silicium. Premier type de plaquettes de silicium, celles qui servent à faire des puces, des produits finis. Et il y a une deuxième catégorie, c'est les plaquettes test. Ces plaquettes-là doivent servir uniquement à faire des tests. En sachant qu'il peut y avoir jusqu'à 200 étapes pour fabriquer des puces. Le rendement étant une clé de leur réussite, ils doivent s'assurer que leur process de fabrication, les fours, les dépôts, tout ce qui est des setups de machines fonctionne correctement avant de lancer des lots. Puisque la valeur de la plaquette au bout peut varier entre 3 000 et 20 000 euros pièce, avec le nombre de puces à la surface. Donc nos clients utilisent des plaquettes test pour valider leur process. Donc ils ont deux possibilités, acheter des plaquettes test ou recycler les plaquettes. C'est là qu'on intervient. On est une vingtaine dans le monde à faire ce type d'activité. On est 2 en Europe. Donc Optime Wafer Services réalise ce service pour nos clients de fab, les fabs qui fabriquent des puces, des circuits en Europe. Ça, c'est la première activité. Ça fait plus de 30 ans qu'on l'a fait, 35 ans. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a rajouté des services à plus haute valeur ajoutée à nos produits, à savoir... On travaille sur l'amincissement de plaquettes de silicium. Vous voyez, celle-ci est souple. Elle fait 50 microns. On vient faire de l'amincissement, on vient faire de la découpe, on vient faire du traitement de bord, on vient faire également du polissage face arrière, des préparations avant collage. Tout ça pour le 3D, pour les applications beaucoup plus, je dirais, plutôt capteurs, dans le domaine médical, militaire,
donc plus petite série. Donc première activité, test, c'est le wafer reclaim, c'est du gros volume. On parle en gros 1 million de plaquettes par an, tout diamètre confondu. Et le deuxième process, notre service que l'on offre, c'est plutôt sur du prototypage, sur des volumes qui vont jusqu'à 500 plaquettes en gros par mois, 1000 plaquettes. Et là, les volumes sont beaucoup plus faibles. Alors, on est situé à côté de Optime est situé à côté de Rousset, à Gréasc exactement. On a un site de fabrication qui est avec 55 salariés. On réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, c'était 2019. On a un certain nombre d'outillages pour faire effectivement livrer, effectuer ces services de recyclage ou de travaux à façon sur du wafer processing. Donc unité de fabrication, salle blanche. Alors le projet IoT, il concerne dans le flux process, on va parler du wafer reclaim, donc le gros volume, où on a dans notre procédé de fabrication, une fois que les plaquettes, on a enlevé les dépôts à la surface par attaque chimique, on va se retrouver à faire, pour retrouver le polymiroir, donc très, très similaire à l'optique, hein, au verre optique, on va utiliser du polissage, polissage mécanochimique sur plaquettes de silicium. Donc cette activité de polissage mécanochimique, elle est aujourd'hui faite sur... Là on voit 8 machines, il y a 16 machines de polissage, toutes les mêmes, qui ont en gros entre 25 et 20 ans je dirais de durée aujourd'hui. Donc ces machines ont une interface, donc elles sont chargées manuellement, déchargées également manuellement, avec une interface aujourd'hui tout à fait analogique, avec un ensemble d'interrupteurs ou de capteurs qui sont pas reliés, on n'a aucune data, ils ne sont pas reliés entre eux. On a une HM qui correspond bien à l'usage des opérateurs, mais qui n'ont aucune data. Très similaire au bateau, au navire qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc l'idée du projet Tap into Smart, c'était de créer une interface numérique. Pourquoi ? Pour ensuite pouvoir gérer les machines à distance à travers un PC industriel qui pourrait apporter un peu d'intelligence et ensuite charger, décharger les plateaux de polissage avec un robot. Il faut savoir que, sans entrer dans le détail du procédé, ces machines de polissage, il y a 2 étapes. Donc il y a des temps différents qui sont adaptables. Donc il faut une certaine agilité pour l'opérateur pour calculer quand est-ce qu'il doit démarrer les machines et pour optimiser la performance de la ligne et donc la charge et de pouvoir sortir le maximum de plaquettes avec les temps qui ont été définis précédemment. Alors, on voit sur cette image un plateau de polissage, c'est une grande table qui est tournante avec des têtes de polissage, avec des plateaux. Donc, on s'est associé avec le CETIM, donc le centre technique des mécaniques, qui est une référence, je dirais, dans tout ce qui est usinage mécanique, et qui ont aujourd'hui, leur grosse spécialité, c'est effectivement mettre des capteurs sur les équipements d'usinage, mais également intégrer de la robotisation pour aider les industries à devenir beaucoup plus performants. Et puis Alprobotics, c'est un prestataire qui, lui, s'intéresse effectivement à installer des robots dans les industries de pointe pour pouvoir effectivement répondre aux attentes, aux exigences du marché. Donc on a créé ce projet avec le CETIM et Alprobotics, donc Tap into Smart. Donc clairement, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait une opération industrielle qui fonctionne 24 heures sur 24, 3 équipes, avec une problématique de recrutement déjà d'opérateurs. C'est un travail qui a peu de valeur ajoutée. On charge, on décharge, avec quand même cette notion également d'optimisation de lignes. Charge-décharge, des poids de 6 kg, plusieurs tonnes manipulées par jour, problème de TMS, donc problème aussi d'accès aux data. Donc ce projet, c'était de permettre déjà de valider toutes les solutions technologiques que vous voulez mettre en œuvre, qu'on va mettre en œuvre. Donc ce projet, c'est pour faire un test sur 2 machines avec un robot, pour s'assurer que toutes les solutions techniques qui sont envisagées sont possibles et peuvent être reproduites pour les 16 machines.
voilà, pour l'ensemble du parc machine, afin de pouvoir robotiser l'ensemble du parc machine. Il faut savoir que notre industrie, elle est basée dans le wafer ICLEM sur un prix marché mondial en dollars. Donc on est soumis à une concurrence, même si on livre le marché européen, un prix de toute façon qui est de référence en dollars, comme nos clients le sont en Europe. Donc il faut être... ce taux de change, il est problématique parce qu'on n'a aucune influence dessus. On subit, on peut mettre quelques couvertures financières, je veux dire tous les ans, tous les 2 ans, mais ça reste quand même un des points les plus difficiles pour notre activité. Comment être... En ce moment, ça va. L'année dernière, c'était plutôt une très bonne année au niveau des taux. Cette année, c'est un peu moins bien déjà. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses qu'il faut prévoir. Donc la robotisation, c'est quelque chose qu'on a regardé depuis un certain nombre d'années, mais on n'a jamais passé de l'étude, sans faire un prototype. Donc c'était l'objectif de Tap into Smart, de pouvoir vraiment faire un prototype et de valider les solutions et les coûts. Alors très rapidement, on voit nos 2 machines. Donc l'idée, au départ, on a regardé si on pouvait prendre un robot cobot, mais en fait, les déplacements sont assez lents, même très lents. Donc on s'est orienté vers une solution beaucoup plus classique, à savoir un rail avec un robot, en l'occurrence, ça sera Stobli, un robot français, donc qui viendra prendre les plateaux d'un portoir et les amener sur une machine pour ensuite sur une deuxième machine, avec une pince qui viendra prendre les plateaux. Au niveau de l'interface, elle a déjà été réalisée sur une machine. Donc là, on voit l'ancienne. Et la nouvelle, donc on a enlevé tout. On a remplacé par simplement une interface, une tablette. Les opérateurs ont pu effectivement participer pour avoir, sur les prototypes, premiers IHM, donné leur avis. Il y a eu une première version, et là on est sur la deuxième version, pour que les temps s'affichent mieux, pour que ce soit beaucoup plus visible pour l'opérateur. Donc cette première machine qui a été faite est déjà en production depuis le mois de juillet. Donc on l'a fait tourner tout l'été. Ça s'est très bien passé. On a commencé à avoir des informations, des datas. La prochaine étape maintenant, c'est le robot. Alors le robot, on le voit monter sur son rail. Donc on voit surtout ce qui est important, c'était la pince, comment prendre les plateaux. L'espace étant très réduit, il faut également toutes les interfaces avec les hommes qui travaillent autour, donc les opérateurs, mais également la maintenance, et tous les intervenants process qu'il peut y avoir. Comment on va régler ce type de solution, de ce type de problème, par quel niveau de sécurité. Donc on a fait des études de sécurité, ASOP, etc., pour s'assurer que le prototype et la suite sera sûr pour l'ensemble pour les machines, mais surtout pour les salariés, les collaborateurs. Donc, juste, j'ai une petite vidéo également. Est-ce qu'elle va démarrer ? Donc, nous, donc le projet n'est pas encore finalisé. L'installation du robot sur la ligne du prototype sera faite en fin de mois. Et on devrait effectivement finaliser ce projet vers le 15 novembre. Voilà. On a pris un peu de retard avec le Covid, problème de fournisseurs, donc 3 mois d'arrêt. Donc nous, tout le monde a continué à travailler, mais on a pris 1 mois de retard. Voilà. Bon, on voit que la solution déjà de la pince semble fonctionner. On voit le plateau qui est aujourd'hui manipulé par les opérateurs. Là, c'est un robot dans un espace réduit. L'idée, c'est effectivement qu'il aille d'une machine à l'autre ou posé sur un portoir. Bon, je tiens comme effectivement, quand j'ai vu le projet a été publié, donc IoT for Industry, ça correspondait bien à la définition de ce qu'on voulait faire. Donc la suite maintenant, ça va être je pense que les solutions techniques vont être validées, il n'y aura pas vraiment de soucis, ça pourra vraiment nous donner un coût pour avoir 2 lignes complètes de robots avec toute l'interface numérique, avoir derrière un peu d'intelligence artificielle pour optimiser la ligne, à savoir on a 16 machines, j'ai tel niveau de production à passer avec un temps X, quel est le meilleur planning d'utilisation des machines à prendre pour qu'on puisse produire avec des coûts et un résultat. Et je pense également qu'il y a certaines opérations
faites par les opérateurs aujourd'hui entre l'étape de polissage, de rinçage, il y a des étapes également de passage de brosse, des passages qui sont obligés pour maintenir les tapis, avec également des outils diamants. C'est plus ou moins fait. Notre personnel, ça reste humain, donc il y a des fois des oublis, il y a des fois des choses qui peuvent être, ou des temps qui peuvent être manipulés, puisqu'on a l'opérateur a un total contrôle. Il peut laisser des fois la pression pas exactement à la bonne dimension, enfin à la bonne valeur, ou les temps pas exactement à ce qu'on avait prévu que ce soit fait. Donc ça permettra d'avoir une standardisation du procédé, et avec les informations liées à tous les capteurs, température, pression, effort, à la limite aussi tout ce qui est ampérage des moteurs, faire une maintenance préventive, curative en même temps, ou de process, et également des outils pour voir s'il n'y a pas des soucis sur certaines machines. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous en prie. Oui, effectivement, pourquoi deux lignes de robots, c'est simplement les temps de déplacement. C'est quand même de l'intensif. Hein. On est sur l'étape finition. La deuxième étape est une durée de, on va dire, entre 5 et 6 minutes. Donc il y a un chargement-déchargement qui doit se faire 5 et 6 minutes. Donc il y a 3 ou 4 machines qui vont approvisionner ce 5 ou 6 minutes. Donc ça reste, il faut comme des temps de déplacement, de manipulation qui soient le plus faible possible. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est des projets extrêmement concrets. Une question ? L'intérêt économique, puisque c'est des machines un peu spéciales qui vont remplacer en fait 2 opérateurs. Hein. Bon, nous, on a été consultés non pas pour des disques comme ça, mais pour des choux. Hein. Donc, mais c'est pareil, hein. C'est les opérateurs, ça remplace le travail humain. Vous avez prévu que la machine doit fonctionner combien de temps pour que ça puisse être amorti en fonction du travail humain qui a été remplacé? Alors sur 1, 2. En fait, aujourd'hui, on a 3 ou 4 opérateurs par équipe. Donc on est plutôt sur entre 10 et 12 personnes qui travaillent dans cette salle. On considère que le robot va baisser en gros 50%. On va gagner ça, on va diviser par 2 le nombre de personnel. Donc le retour sur investissement est tout à fait acceptable. Alors, on pense que ça va. Alors, le calcul, on n'a pas encore le coût exact, mais bon, les simulations font qu'on serait sur des ordres d'investissement au total d'entre 700 et 800 000 euros. Donc on est sur une base de, je pense, 4 ans, on va dire, de retour sur investissement. Ce qui est, l'idéal c'est 2 ans, hein, mais bon, c'est quand même acceptable. Mais je pense qu'on a d'autres gains derrière. Je pense qu'on devrait gagner aussi en rendement, parce qu'une standardisation beaucoup plus importante du procédé. Je ne le connais pas encore. Je pense que la première année c'est très faible, mais après, je pense qu'au niveau robot, c'est pas spécial, mais c'est plutôt l'interface, c'est tous les capteurs, c'est tout ce qui est qui peut effectivement, qui va générer effectivement un spécialiste d'informatique industrielle. Donc ça sera, je pense, sous la forme d'un contrat. Ce genre de choses qui sont encore à valider totalement. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il restera au moins 2 opérateurs dans la salle, parce qu'il y a d'autres étapes qui sont à plus haute valeur ajoutée qui sont faites dans la même salle. Et ça donnera quand même aux opérateurs une plus grande surveillance aussi des équipements. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est optimiser on est dans une démarche Lean également sur tout le site depuis 5 ans. Ça nous permet aussi d'ouvrir
ces postes, les postes d'opérateurs au polissage à d'autres personnes, à des femmes par exemple. Et d'autre part, ça permet d'augmenter encore la polyvalence du personnel pour pouvoir travailler sur d'autres étapes du procédé. Voilà, c'est un peu... Là, il faut prévoir au niveau social, au niveau RH, d'anticiper ça, mais je pense qu'on a maintenant, même si on prend l'addition aujourd'hui, on aura à peu près 2 ans de travaux, enfin 2 ans de mise en œuvre, puisqu'on est en train de travailler aussi. Il faut quand même qu'on arrive à gérer tout ça, de gérer la production actuelle et de pouvoir intégrer ces machines en plus, ces robots en plus. Pas d'autres questions? Merci beaucoup à tous les deux et merci au pôle. Merci à vous. Hein. C'est vous qui faites le pôle. Nous, on essaye juste de contribuer en trouvant un peu d'argent et en mettant tous les bons cerveaux et les bonnes volontés ensemble. Voilà. Merci à tous pour votre attention. La suite à 16h.